Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Interaction. Le congrès de l'Union chrétienne démocrate commence ce vendredi. Angela Merkel s'apprête à passer le témoin et à clore un chapitre de 18 ans à la tête de la CDU. Alors elle est encore chancelière jusqu'en 2021, sauf imprévu. Mais alors comment gouvernera-t-elle sans les rênes de son parti et à quel défi devra faire face son ou sa successeur? Ce sont les questions que je pose aujourd'hui à mes invités. Marion van Rentergem, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, vous êtes auteur de Angela Merkel, l'OVNI politique aux éditions Arène. À vos côtés, Hans Stark, bonjour. Bonjour. Vous êtes politologue, secrétaire général du comité d'études des relations franco-allemandes de l'IFRI. Et à mes côtés également, Patrick Saint-Paul, qui a descendu les 3 étages qui nous séparent du service étranger du Figaro, où vous êtes rédacteur en chef. Bonjour Patrick. Bonjour. On est également en direct avec notre correspondant à Berlin, Nicolas Barotte. Bonjour Nicolas. Bonjour. C'est une émission interactive. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. Pourquoi sommes-nous ici aujourd'hui? Eh bien, tout simplement car Angela Merkel a subi un échec électoral il y a maintenant un petit peu plus d'un mois. Un échec de plus, un échec de trop. C'était dans le Länder de la SE et c'était à la toute fin octobre. La CDU était arrivée première, mais la dégringolade de son score a conduit la chancelière à prendre 2 décisions fortes. On l'écoute. Wenn die Menschen uns also ins Stammbuch schreiben, was sie von den Vorgängen mit der Regierungsbildung auf der Bundesebene und von der Arbeit der Bundesregierung in den ersten 7 Monaten halten, dann ist das ein deutliches Signal, dass es so nicht weitergehen kann. Das Bild, das die Regierung abgibt, ist inakzeptabel. Erstens, auf dem nächsten Bundesparteitag der CDU im Dezember in Hamburg werde ich nicht wieder für das Amt der Vorsitzenden der CDU Deutschlands kandidieren. Zweitens, diese 4. Amtszeit ist meine letzte als Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland. Bei der Bundestagswahl 2021 werde ich nicht wieder als Kanzlerkandidatin der Union antreten und auch nicht mehr für den Deutschen Bundestag kandidieren und, das will ich nur zu Protokoll geben, auch keine weiteren politischen Ämter anstreben. Hans Stark, j'ai envie de vous poser la première question. Est-ce que vous avez été surpris d'entendre la chancelière annoncer ces 2 décisions à la suite donc, de cette élection en SE? Alors, oui et non à la fois. Oui, on pouvait l'être parce que Angela Merkel avait toujours dit qu'un chancelier doit être en même temps président de son parti. Et elle avait reproché à l'ancien, elle avait critiqué l'ancien chancelier Schröder d'avoir lâché la présidence du SPD. Elle lui a dit que c'était le début de sa fin en tant que chancelier et donc je ne ferai pas ça. Et en même temps, on ne peut pas être surpris, étant donné les difficultés déjà de former de nouveaux gouvernements. Entre septembre 2017 et mars-avril 2018, on a mis quand même 8 mois. Des crises à l'intérieur du paysage politique allemand, je ne reviens pas là-dessus. Surtout les tensions avec la CSU avant l'été et puis de nouveau après l'été. La relation très dégradée avec le ministre de l'Intérieur. Et enfin, vous l'avez souligné à l'instant, les très mauvais résultats électoraux, notamment en S. Et donc tout ça, il fallait qu'elle lâche du lest. Et alors en SE, mais pas que, Nicolas Barotte, vous êtes notre correspondant à Berlin depuis 2013 et justement, on voulait vous montrer les intentions de vote pour la CDU et puis pour les autres partis depuis 2013-2014. Vous allez le voir, la lente dégringolade de la CSU dans les sondages. Et alors justement, expliquez-nous pourquoi cette décision intervient à un moment critique finalement pour le premier parti allemand. Parce que la CDU est engagée sur une pente de dégringolade électorale. Angela Merkel veut enrayer. En 2013, quand elle est réélue pour la 3e fois, elle obtient plus de 40%. Elle renoue avec les scores de Kohl et d'Adenauer. C'est un moment historique. Mais ensuite, les difficultés se sont accumulées, notamment avec la crise des réfugiés de 2015, qui a divisé le pays. Et en 2017, la CDU a obtenu son pire résultat depuis 1949. Parce que des électeurs se sont détournés du parti à cause de Merkel, parce qu'elle est devenue un repoussoir, parce que l'extrême droite allemande, l'AfD, a émergé. Et depuis cette élection, la pente s'est aggravée. Pourquoi? Parce qu'en Allemagne, la stabilité est un élément essentiel et les difficultés d'Angela Merkel à former un gouvernement ont été fortement critiquées par l'électorat. Dans les derniers sondages, la CDU est même tombée sous la barre des 30%. Donc c'est une inquiétude pour les élus du parti, mais surtout c'est un problème très grave pour la stabilité du système, parce qu'à ce niveau-là électoral, former un gouvernement, trouver une majorité au Bundestag sera extrêmement difficile. Donc il y a urgence pour le parti
d'enrayer la chute. Merci Nicolas. Marion Van Rentergem, effectivement, Nicolas vient de le dire, elle est devenue un repoussoir. Madame Merkel n'est plus Mouti, la mère du pays. Mouti étant son surnom, bien sûr. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle n'est pas seule au monde à affronter des difficultés. Donc il faut resituer ça un peu dans un contexte plus général européen. Elle est un peu la métaphore et un symptôme de tout ce qui se passe ailleurs, même si on a tendance à centraliser un peu à tort, à mon avis, sur cette personne de Merkel. D'abord parce qu'elle n'a pas autant de pouvoir que d'autres, finalement. Le chancelier allemand, encore une fois, n'a pas un pouvoir absolu presque comme celui du président de la République. Voilà, elle n'est pas jupitérienne. Donc, mais c'est vrai que on a dit que c'est la femme la plus puissante du monde, donc on regarde beaucoup ce qui se passe autour d'elle. Malgré tout, elle n'est pas seule au monde et je ne peux pas m'empêcher de comparer un peu à ce qui se passe avec Emmanuel Macron. Ils ne sont pas sans point commun politique, l'un et l'autre. Ce sont deux centristes. Lui a théorisé le ni droite ni gauche, etc. Elle l'a fait de manière pragmatique en étant à la tête deux fois de suite deux fois d'une grande coalition. Et ils sont dans la même situation, mais il y a quand même une question qui se pose, c'est que Macron, c'était le plus antipopuliste des dirigeants, enfin de nos candidats et des dirigeants qu'on pouvait espérer, qui créent le populisme, qui l'engendre, qui le nourrit. Et Merkel, d'une certaine manière aussi, elle est intrinsèquement, viscéralement antipopuliste, c'est une centriste extrême, très pragmatique, sans beaucoup d'idéologie, et de fait, elle nourrit le populisme. De fait, c'est sous son règne que l'AfD est revenu, le parti d'extrême droite est pour la première fois revenu au Bundestag depuis la Deuxième Guerre mondiale. Bon, même si c'était que 12,5%, nous on a poussé des cris d'orfraie en disant quelle horreur, l'extrême droite revient en Allemagne, senti chi parla, comme disent les Italiens, hein, on a de quoi faire chez nous. Donc, mais c'est vrai que c'était symbolique en Allemagne. Donc, vraiment, la question qui se pose, c'est ça. Est-ce que c'est malgré eux que le populisme arrive dans les pays ou est-ce que c'est à cause de ce centrisme? Et Merkel a une responsabilité de fait, c'est qu'elle a cannibalisé, en étant très très habile et une grande artiste à la tête de ces grandes coalitions, elle a cannibalisé et la droite et la gauche, elle a récupéré les réformes, elle a anéanti le Parti social-démocrate, elle a fâché la droite de la CDU, elle a fâché les extrêmes comme Macron a fâché les extrêmes. Et justement, avant de vous poser la question, Patrick, sur les secrets de sa longévité, je voulais vous montrer les deux unes du Figaro que nous avons retrouvées, qui datent donc d'avril 2000, où Angela Merkel prenait la tête de la CDU pour la première fois. Le Figaro, que vous lisiez à l'époque pour 7 francs, en avait même fait sa une, et vous racontait comment cette gamine, surnom donné par Helmut Kohl, rappelons-le, était ovationnée au moment de son élection à la tête du Parti chrétien-démocrate devant une assistance électrisée. Et notre correspondant de l'époque, Jean-Paul Picapert, rappelait que la jeune Merkel voulait être la candidate de l'ère Internet. Patrick Saint-Paul, pour vous, ils sont où les secrets de sa longévité? Vous l'avez rappelé, une grande habileté politique, mais il n'y a pas que ça. Alors, au sein de l'appareil, elle a une force, c'est qu'elle a toujours été sous-estimée. Tous ses adversaires l'ont sous-estimée. C'était des hommes, des rénants, et elle les a éliminés les uns après les autres, à tel point qu'on l'a surnommée la veuve noire au sein de la CDU, parce qu'elle leur fait une sorte de baiser de la mort, d'abord avec Kohl qui était son mentor, ensuite avec Schäuble, et ça a continué, y compris avec Merz, qui est aujourd'hui candidat à sa succession. Ensuite, elle a une stratégie qui a beaucoup énervé, notamment Nicolas Sarkozy, qui est une stratégie de l'attentisme. C'est quelqu'un qui se précipite pas pour prendre des décisions, qui analyse toutes les données d'un problème. Je pense que ça a un rapport avec sa formation de physicienne, où voilà, c'est quelqu'un qui aime bien expérimenter, mais qui est très prudente. Et elle attend, et en fait sa stratégie souvent a été d'attendre parce qu'elle a un leitmotiv, c'est les problèmes finissent toujours par se régler d'eux-mêmes sans qu'on intervienne. Et d'ailleurs, quand elle est intervenue, ça lui a pas tellement réussi. Ça a été après Fukushima, elle a engagé la transition énergétique en Allemagne en s'engageant à sortir du nucléaire avant 2022. Ça a été une catastrophe pour l'économie allemande. Et puis ensuite sur les migrants, en prenant cette décision marquée par l'histoire allemande, se disant on ne peut pas fermer les portes, se permettre les images de ces réfugiés qui attendent comme s'ils étaient enfermés à l'extérieur d'un camp en fait. Et donc on va garder les portes ouvertes. Et ça ne lui a pas réussi non plus. Donc quand elle se précipite, qu'elle prend des décisions, ça ne lui réussit pas en général. Vous répondez quelque part, Patrick, à notre internaute qui nous dit Merkel a fait 2 erreurs graves, l'immigration à tout va et les centrales au charbon tellement polluantes. Vous le rappeliez donc après Fukushima. Mais vous avez été, je le rappelle, correspondant du Figaro à Berlin entre 2008 et 2013. Est-ce que vous observez un changement
dans la manière de gouverner d'Angela Merkel ou dans son comportement entre cette période et aujourd'hui ? Non, c'est toujours la même stratégie qu'elle a continué de développer, cette façon d'attendre que les problèmes se résolvent par eux-mêmes. Et dans la crise financière, c'est quelque chose qui a beaucoup agacé Nicolas Sarkozy, qui lui disait non mais là il faut agir, il faut sauver les banques, il faut faire un plan pour sauver les banques, il faut être actif, et elle freinait. Et je pense que son attitude à cette époque a contribué à braquer aussi beaucoup les Européens et aussi sur le projet européen. Elle a beaucoup crispé les Grecs, les Italiens. Et en fait, ça n'a pas commencé uniquement avec les migrants, ce problème de populisme. Elle a ouvert les vannes déjà au moment de la crise financière de 2009. On a déjà plusieurs questions qui nous parviennent depuis lefigaro.fr et Facebook où nous diffusons. On a GG qui nous demande est-ce que la baisse dans les sondages est liée à l'arrivée des migrants en Allemagne ? Hans Stark, une réponse peut-être à notre internaute. Est-ce qu'on va revoir la courbe des sondages et la lente dégringolade de la CDU ? Est-ce qu'on peut fixer le point où tout a commencé à partir de la crise des migrants ? Alors la crise des migrants amplifie un mouvement, mais qui est antérieur à la crise des migrants. C'est curieusement, on la critique en Europe, en France en particulier, d'avoir tellement hésité dans le sauvetage des banques et dans le sauvetage de la Grèce. Mais si elle a hésité, et c'est lié justement à cette situation que vous décrivez à l'instant, c'est aussi parce qu'elle savait qu'elle n'avait pas de soutien à l'intérieur de l'Allemagne, ni dans les milieux économiques, ni surtout au sein de son propre parti, pour faire une politique active de sauvetage au niveau de l'État. En Allemagne, l'État ne s'occupe pas des questions économiques, c'est-à-dire il fixe un cadre juridique, ça c'est ça l'ordolibéralisme, à l'intérieur duquel c'est l'économie qui gère. En plus, on n'est pas beaucoup les transferts financiers, vous le savez aussi. Et donc, cela explique très largement cette hésitation. Merkel était aussi quelqu'un qui a beaucoup observé les sondages. Et parfois gouverné en fonction des sondages aussi, pas forcément contre les sondages. Et c'est en 2013 que va naître ce parti AfD, en réaction à une politique d'aide malgré elle de la part de l'Allemagne en faveur de la Grèce, qu'on trouve très insuffisant en France et ailleurs, mais que les Allemands trouvent exagéré. Et donc, du néant, ce parti fait 4,9% en 2013 et a failli entrer au Bundestag. Par la suite, il a connu un léger plongeon et c'est en effet avec la crise migratoire qu'il arrive vraiment à dépasser 10% dans les différents sondages. Donc c'est un développement en 2 temps. Ensuite, il y a aussi au niveau général en Allemagne une érosion des partis dits de rassemblement. Et ça touche davantage le SPD que la CDU. Et nous sommes en fait le SPD pour le coup qui est en chute libre. On le voit encore à l'image. Nous sommes dans un monde aujourd'hui de remise en question des partis traditionnels partout en Europe. Nous sommes face à une situation de dégagisme, entre guillemets, généralisé. Et ça touche évidemment aussi l'Allemagne, fût-ce à un degré d'ailleurs moindre qu'en Italie ou en France. Donc, malgré cette évolution-là, elle a quand même tenu à maintenir la CDU proche du seuil de 30%, ce qui en soi n'est pas si mauvais que ça. N'est pas si mauvais que ça. Constant nous demande qui pourrait prendre la place de Merkel. Alors on y répond dans une poignée de secondes. Mais avant cela, Marion van Rentergem, on peut parler de la façon dont Angela Merkel va devoir composer avec la présidence de la CDU qui va changer dans les prochains jours. Vous le disiez en début d'émission, c'est ce qu'elle reprochait à Schröder en 2000. En 2005. 2004-2005. Voilà, comment va-t-elle pouvoir composer avec ce parti, le premier parti qui est au pouvoir, mais dont elle n'a plus la présidence ? Ben là, la grande inconnue, c'est lequel des 3 candidats supposés arrivera à la tête de la CDU, sachant que, comme disait Patrick Sapol, il y en a un des 3 qui est un des assassinés de Merkel, de la veuve noire, c'est Friedrich Merz, donc, qui, je pense, a sans doute de la mémoire et doit se souvenir qu'elle l'avait réussi à l'éjecter de la tête du groupe CDU au Bundestag dans le temps. Donc il y a une vengeance. Il est comme par hasard soutenu en effet par Schäuble. Donc on sent quand même qu'il y a la revanche des assassinés qui se prépare. Il y a le jeune Spahn là, qui la déteste, qui est une sorte de conservateur un peu bizarre, comme sont maintenant parfois même à l'extrême droite. Il est homosexuel déclaré, il est très conservateur. Donc à l'extrême droite aussi, il y a des homosexuels. Enfin, on est un peu changé dans l'image du conservatisme moderne. Et puis il y a AKK, comme on l'appelle. Je vous laisse prononcer son nom parce qu'elle a un nom un peu Annegret, on dit.
Annegret Kramp-Karrenbauer. Bravo. Kramp-Karrenbauer, qui, elle, est un peu le sosie de Merkel, qui est un peu présentée comme sa dauphine et qui essaye comme elle peut d'ailleurs de s'en démarquer. Mais c'est vrai que Merkel, de toute évidence, préférerait cette candidate aux deux autres. Une question avant de parler de ces deux candidats principaux, effectivement, Spahn étant un peu plus loin, probablement en tout cas dans les intentions de vote. Une question, pardon, est-ce que Angela Merkel pourra aller dans ce contexte jusqu'au bout de son mandat? C'est une question que je voulais poser à Nicolas Barotte qui est à Berlin. Est-ce qu'il y a des bruits de couloir qui peuvent nous indiquer qu'Angela Merkel pourrait être tentée de raccourcir son mandat qui, on le rappelle, court jusqu'en 2021? Il y a des interrogations, évidemment, notamment parce qu'elle a toujours dit qu'elle voulait partir au bon moment, ne pas s'accrocher au pouvoir. Donc, cette question-là ouvre des incertitudes sur la suite. Alors, cependant, le système allemand est conçu pour être très stable, très stable, et c'est extrêmement difficile de changer de chancelier. Maintenant, il y a quand même des possibilités qui peuvent conduire Merkel à céder le pouvoir. La première possibilité, c'est ce qu'on appelle un vote de défiance constructif. Si, au sein du Bundestag, une nouvelle majorité peut se créer derrière un chancelier, celui-ci peut prendre la place. Ça suppose que Merz ou Kramp-Karrenbauer, l'un ou l'autre, veuillent le faire et trouvent cette majorité. Ce sera dur de convaincre le SPD ou d'autres alliés, les libéraux ou les Verts, de former une majorité. Ça, c'est compliqué. Le deuxième scénario, il tient au SPD, qui on l'a vu très faible. Et le SPD pourrait très bien décider, puisqu'il y a un changement de contexte global à la CDU, de rompre la grande coalition. D'autant plus qu'il y est prévu une clause de bilan de mi-mandat l'année prochaine. Et le SPD pourrait très bien dire, dans ces conditions, je m'en vais. À partir de là, Merkel pourrait être soit à la tête d'un gouvernement minoritaire, ce qui n'est pas la tradition allemande, soit elle pourrait convoquer de nouvelles élections. Mais est-ce que c'est l'intérêt du SPD d'aller à ce scénario-là? Quand on voit qu'il est 4e aujourd'hui dans les sondages, ça n'est pas sûr. Donc Merkel garde encore beaucoup de cartes pour décider de son propre avenir. Et ce sera en fait ce qui sera discuté entre son successeur et elle, savoir quel est le bon moment, quel est le bon scénario pour qu'elle parte dignement du pouvoir. Et c'était d'ailleurs la question que l'on vous pose depuis ce matin sur Twitter. Pensez-vous qu'Angela Merkel quittera ses fonctions de chancelière avant la fin de son mandat en 2021 ? Qu'auriez-vous répondu à cela, Patrick Saint-Paul ? Moi, je pense qu'il y a une réalité, c'est que cette coalition réussit très mal au SPD. On le voit élection après élection. Elle coûte beaucoup à la CDU, mais elle coûte plus cher au SPD. Et il y a une série d'élections en 2019. Il y a les élections, à commencer par les élections européennes. Et je pense que si le SPD suit un score catastrophique, le parti dira maintenant on retourne faire une cure de santé dans l'opposition. Un successeur étant désigné à la tête de la CDU, l'obstacle principal qui avait empêché la formation de la coalition jamaïque, c'est-à-dire avec les libéraux et les Verts, est levé puisque Christian Lindner, le patron du FDP, avait fait du départ de Merkel une condition. Et maintenant, il n'y aurait plus d'obstacle à la formation d'un nouveau gouvernement. Évidemment, personne ne veut de nouvelles élections dans cette situation parce que tout le monde aurait à y perdre. Mais je pense aussi que la CDU a intérêt à placer un candidat avant les élections de 2021 parce qu'il est meilleur de présenter un chancelier sortant plutôt qu'un chef de parti. Et il est normal de mettre en piste le nouveau candidat du parti. Ensuite, ça changera beaucoup selon que c'est Friedrich Merz ou Annegret Kramp-Karrenbauer. Elle fera tout pour aider AKK et probablement pas grand-chose pour favoriser Merz. Vous êtes en tout cas sur le Figaro.fr et sur Facebook, 55% à considérer qu'elle ne quittera pas ses fonctions avant 2021. On a envie quand même maintenant d'entendre les deux principaux candidats pour la succession de la CDU, car ce congrès pourrait bien déterminer l'équilibre politique des prochains mois en Allemagne. Deux candidats donc semblent pouvoir l'emporter, celle que l'on surnomme AKK et qui est donc Annegret Kramp-Karrenbauer et Friedrich Merz, vous l'appeliez l'assassiné de Merkel à l'instant, Marine van Ranterberg, pardon. Vous allez donc entendre maintenant un bref extrait de chacune des déclarations de candidature de ces deux candidats. Vous allez le voir avec des nuances, notamment sur la façon dont on doit évoquer le bilan d'Angela Merkel. Aber meine sehr geehrten Damen und Herren, mit der Entscheidung der Parteivorsitzenden geht diese Ära eben auch zu Ende. Und eine solche Ära kann man nicht beliebig fortsetzen. Man kann sie im Übrigen auch nicht rückgängig machen.
ein neues Kapitel aufzuschlagen, mit neuen Themen, mit einem neuen Stil, zu einer neuen Stärke zu kommen. Das ist mein Angebot an die Christlich-Demokratische Union, an die Mitglieder dieser Partei. Und mit diesem Angebot werde ich mich in Hamburg zur Wahl als Parteivorsitzende stellen. Vielen Dank. Angela Merkel verdient aus meiner Sicht wirklich großen Respekt und Anerkennung für ihre Leistungen in 18 Jahren an der Spitze der Partei. Das wird Sie nicht überraschen, ist kein Geheimnis. Ich bin nicht mit allen Entscheidungen einverstanden gewesen, aber sie verdient trotzdem Respekt und Anerkennung. Die CDU braucht jetzt Aufbruch und Erneuerung. Die CDU braucht eine nach vorn gerichtete politische Diskussion. Und das bedeutet aus meiner Sicht, die CDU muss sich Klarheit verschaffen über ihren Markenkern. Nicolas Barrot, est-ce que ces deux candidats présentent des programmes politiques et des personnalités qui sont réellement différentes? Il y a des nuances. On l'a dit, AKK, c'est la continuité, en un peu plus conservateur quand même sur des questions comme l'immigration, la famille. Elle entend des différences par rapport à la ligne Merkel. Merz, il est clairement libéral et clairement conservateur. La rupture est plus forte entre les deux. Les deux promettent un nouveau départ à la CDU, parce que c'est ce que demandent les militants, c'est ce que demande la base. C'est assez dur de savoir pour l'instant qui va l'emporter, parce que le parti aime la stabilité, mais a besoin de changement. Ça peut être pour l'un ou pour l'autre. Friedrich Merz, on l'a dit, s'est employé à rassurer le parti pour dire qu'il ne va pas déclencher une crise avec Merkel, parce que c'est ce qu'on lui reproche le plus. Et AKK, elle, s'est efforcée de montrer des différences par rapport à Merkel pour ne pas être caricaturée comme la mini-Merkel, ce qu'on a dit d'elle. Et au bout du compte, ce sont les délégués du parti qui vont décider. Et oui, alors justement, dites-nous techniquement comment cela va se dérouler. Vous allez demain d'ailleurs être à ce fameux congrès. Qui vote et à quel moment saurons-nous les résultats? Alors, on devrait connaître les résultats dans l'après-midi. Merkel va faire ses adieux au parti le matin et puis le nouveau président sera élu par les 1001 délégués de la CDU. Et donc, c'est ce qui rend difficile les pronostics, parce que les sondages donnent plutôt Kramp-Karrenbauer en tête, parce qu'elle est plus consensuelle et l'opinion la préfère. Mais ce sont les délégués qui votent, donc ils vont choisir par rapport à leurs convictions. Et on sent bien que dans le parti, Merz a beaucoup de soutien, notamment dans les grandes fédérations. Il a reçu le soutien de Wolfgang Schäuble, qui est une figure tutélaire dans le parti. C'est très important. Mais ces délégués auront aussi en tête les questions électorales, parce que ça se posera à court terme, comme on l'a dit. Et ils vont essayer de voir qui a les meilleures chances de l'emporter et de former un prochain gouvernement. Merci Nicolas. Bon, pour compléter la réponse à notre internaute Constant, je rappelle aussi que le troisième homme de ce scrutin s'appelle Jens Spahn. Il a 38 ans, on en parlait il y a quelques minutes. Il souhaite incarner le renouveau du parti. Donc on guettera les résultats avec vous Nicolas à partir de demain après-midi. Toujours est-il que ce soit en 2021, en 2029, en 2019, après les élections européennes, nous sommes au crépuscule de l'ère Merkel. Marion Van Rentergem, pour les Allemands, est-ce qu'elle restera comme une bonne chancelière d'après vous? C'est une question difficile. Je pense que c'est vrai qu'on se met à trouver des qualités aux gens une fois qu'ils sont partis. Elle est quand même restée 18 ans à la tête de la CDU. Elle sera 12 ou 13 ou 15 ou 14 ans, si je conviens. Ça fait déjà 13 ans. Ça fait déjà 13 ans. On verra si elle va. Donc, mine de rien, elle sera la chancelière qui est restée le plus longtemps au pouvoir. Elle a marqué, à mon avis, la mesure la plus extraordinaire qui fera d'elle une grande européenne. Ce sera, malgré tout ce qu'on dit d'elle, l'accueil, les bras tendus aux migrants en 2015, quand tous les autres Européens faisaient la politique de l'autruche et faisaient semblant de ne pas voir ce qui se passait, sachant que ces migrants étaient sur le sol européen et qu'elle n'a fait qu'un devoir humanitaire basique en laissant... Elle aurait de toute façon pas pu, c'est un débat absurde de dire qu'elle aurait dû fermer les frontières de l'Allemagne, on ne va pas revenir là-dessus. Mais moi je pense qu'elle restera
bien qu'elle soit une petite européenne, que ce soit quelqu'un finalement de peu visionnaire, de peu stratège, un peu une politicienne aux petits bras, elle restera parce qu'elle incarne, par le fait qu'elle est une femme de l'Est, qu'elle a connu la dictature, qu'elle a le sens des valeurs plus que de la stratégie, tout en étant une grande tacticienne politique. Elle restera presque malgré elle, par son incarnation, par sa manière d'être, une grande européenne. Patrick Saint-Paul, même question, comment l'histoire retiendra l'ère Merkel? Je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Marion, avec une nuance près, c'est que moi je pense qu'elle n'a pas... L'Europe ne fait pas partie de son ADN, elle vivait de l'autre côté du rideau de fer. Elle intellectualise le projet, mais ça fait pas partie de... C'est pas un projet de cœur pour elle. Et donc ça change beaucoup de choses pour un dirigeant. Et elle a eu avant elle Helmut Kohl, qui aura été le chancelier de la réunification et de l'euro, donc un grand Européen. Schröder, qui aura été le chancelier des réformes libérales qui ont fait le succès économique de l'Allemagne d'aujourd'hui, dont a profité Angela Merkel. Et elle aura été la chancelière de la gestion, comme disait Marion, une gestion un peu petit bras, en effet. Et je pense qu'elle avait l'occasion de faire avancer les choses en Europe, et elle n'a pas saisi la chance. Elle a tourné l'Allemagne, elle a détourné l'Allemagne du couple franco-allemand pour se rapprocher vers ce qui est pour elle finalement quand même ce qu'il y a de plus naturel, c'est-à-dire de redonner cette place à l'Allemagne qui était la sienne avant la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire de la tourner plus vers l'Europe de l'Est, vers les pays de l'Est, vers la Russie. Et finalement, quand on fait ça, on rééquilibre la relation de l'Allemagne, on la replace au centre du jeu, mais on la détourne de l'Europe. Donc il y a toujours eu ce choix pour l'Allemagne. Et elle, ce choix est, je pense, lié à son histoire personnelle aussi. Et Amélie nous demande, le départ de Merkel changera-t-il quelque chose vis-à-vis de la France? Y a-t-il chez AKK ou chez Merz des attitudes plus francophiles que Merkel? Alors AKK est sarroise et on peut penser qu'elle parle français. Elle a été aussi en charge des relations franco-allemandes à un moment donné sur des affaires culturelles en particulier. Donc elle a évidemment une affinité pour la France. Je serais cependant, si je peux revenir un peu en arrière, un peu moins sévère malgré tout, parce que Angela Merkel elle a centré la CDU. C'était un parti très conservateur. Elle l'a dépoussiéré et elle l'a rendu éligible pour les électeurs qui vivent dans les villes, qui autrement n'auraient jamais voté la CDU. Donc, c'est d'ailleurs ce qui explique les problèmes aujourd'hui, notamment du SPD. Parce que là, on lui dit qu'elle a social-démocratisé la CDU, c'est un reproche, mais en même temps, elle a trouvé des électeurs au centre, y compris au centre-gauche. Et donc, pour M. Merz, qui incarne à la fois un conservatisme libéral et un brin faucheton lorsqu'il dit qu'il est millionnaire plusieurs fois, il peut posséder des avions et tout ça, et lorsqu'il dit qu'il fait partie de la classe moyenne. Donc tout le monde voudrait faire partie de sa classe moyenne. Supérieur, mais ça reste la classe moyenne. Donc ça veut dire qu'il ne s'assume pas. Alors qu'il a fait fortune, et d'ailleurs pourquoi ne pas l'assumer, puisqu'il a réussi dans le privé. Donc là, il y a quand même quelque part un manque d'humilité et aussi peut-être de justesse au niveau du calcul politique. Donc si c'est Merz qui gagne, ce sera une bonne nouvelle pour le SPD, parce qu'ils vont retrouver les électeurs au centre, et notamment s'ils quittent le gouvernement et s'ils vont dans l'opposition. Si nous avons AKK, la grande coalition pourrait continuer, paradoxalement, mais le déclin terrifiant du SPD va se poursuivre parce que Annegret Kramp-Karrenbauer a déjà dit qu'elle voulait diriger l'Allemagne au centre, si un jour elle sera chancelière, mais en tout cas, même en tant qu'à la tête de la CDU, c'est le social qu'elle met en avant, alors que M. Merz met en avant la compétitivité des entreprises. Donc là, il y a quand même deux profils très différents. Si je peux me permettre, on parle toujours de l'AfD qui est devenu le troisième parti politique en Allemagne, mais il y en a un qui est devenu le deuxième parti, ce sont les Verts. Et il ne faut pas négliger cette force politique énorme qui est en train de se frayer un chemin en Allemagne, qui prend des électeurs au SPD et qui oblige aussi les candidats à la CDU à ne pas aller trop à droite non plus, parce qu'il y a ces électeurs-là à récupérer. Et ce point est important parce que le calcul que Merz va maintenant pouvoir s'ouvrir aux libéraux et donc un jour former un gouvernement beaucoup plus libéral, ça ne fonctionne pas s'il n'a pas les Verts avec lui. Il n'est pas sûr que les Verts le suivront. Une dernière question que je pourrais poser à Nicolas Barotte. On a un internaute qui
qui nous dit « Si la CDU ne suit pas le peuple, elle est perdue ». Et un autre qui ajoute que la CSU, donc les alliés de la CDU, fassent alliance avec l'AfD et non avec les modérés qui sont en fait des quasi-socialistes. Voilà le sens de l'histoire. Est-ce que ce conseil de notre internaute a des chances d'arriver un jour ? À court terme, non. Tous les responsables de la CDU ou de la CSU ont été très clairs, pas d'alliance avec l'AfD. La barrière est très nette. Pour différence sur l'Europe, sur les valeurs, pour que ce parti au centre, chrétien-démocrate, s'allie avec la droite radicale. Après, à plus long terme, il y a une réalité, c'est que si l'AfD s'installe durablement comme une force deuxième, troisième pivot dans le système politique, peut-être que la CDU n'aura pas le choix. L'année prochaine, il y a des élections dans des Länder de l'Est de l'Allemagne. Les sondages montrent que l'AfD peut arriver en tête. Ce sera extrêmement difficile dans ces Länder de faire sans eux. On ne sait pas du tout quel sera le paysage politique. Et donc, à partir de là, le débat va se poser inévitablement. Certains responsables locaux commencent à le dire à mots couverts. C'est trop tôt pour l'instant, mais dans quelques années, on ne peut pas savoir. Et oui, car ce n'est pas le même système qu'en France. Il y a la culture du consensus et de l'alliance en Allemagne qui doit être permanent. Effectivement, une dernière question pour vous, Marion van Rentergem. Je voulais, sans faire de spoiler, alerte à nos amis, citer les dernières lignes de votre livre, Merkel, l'ovni politique. Vous dites, à l'Est, où l'on n'avait pas trop le droit au rêve, Angela Merkel en avait un. Passé le temps de sa retraite en Californie, une chose est sûre, elle voyagera. Par la Californie de Trump, elle passera sa retraite, d'après vous ? Alors là, vous m'en demandez trop. Je ne suis pas dans ces secrets. Mais ce qui est sûr, c'est que quand elle a annoncé au moment où elle renonçait de se présenter à la tête de la CDU, qu'elle renoncerait aussi à toute fonction protocolaire, je pense que c'est vrai, c'est tout à fait ce que m'avaient dit ses proches à l'époque. Elle n'est pas du tout le genre à aller postuler, à aller chercher un poste à l'ONU, à la Commission européenne. C'est profondément, elle ira faire son jardin et ses marches dans la montagne et ses soupes aux pommes de terre. C'est quelqu'un qui... Elle aime le pouvoir dans le cambouis, elle aime être dans la soute, rédiger. Voilà, la représentation ne l'intéresse pas du tout. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été nos invités. Hans Stark, Patrick Saint-Paul, Nicolas Barotte, qui était également avec nous à Berlin. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Interaction. Tchuss!